on kiffe l'art, on kiffe la culture, faisons des trucs là-dedans et puis ne cherchons pas à rémunérer toutes nos minutes de nos journées. Par contre, forcément, ça ouvre des réseaux. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy J. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Je ne sais pas si l'été vous fait cet effet-là, mais parfois, le côté ralenti des mois de juillet-août est une période un petit peu compliquée pour les artistes freelance. Les commandes se font de plus en plus rares, les clients partent en vacances, on attend indéfiniment des réponses, on perd le rythme, et puis, parfois, on finit par tout remettre en question, on flippe et on se demande si le travail finira par revenir un jour. Si vous vous retrouvez dans cette description, je vous recommande l'épisode 202 For When You Feel Like Giving Up du Creative Pep Talk podcast. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux @AndyJPizza. Nous sommes au mois d'août, il fait beau, il fait chaud, bref, pour pas mal de monde, ça sent les vacances. Alors, pour ce 10e épisode du podcast, je vous propose un épisode un petit peu exotique, direction l'île de Mayotte, en compagnie de mon ami Ben Young. Ben est designer et directeur artistique freelance. Passionné d'images, de lettres et de mots, Ben a un intérêt tout particulier pour la création d'identités visuelles et d'univers graphiques. Son but ? Réussir à raconter votre histoire pour aboutir à un branding qui vous ressemble, afin de séduire vos clients. Originaire d'Alsace, Ben a fait ses premières armes en freelance ainsi qu'en agence à Strasbourg. Et puis, en 2018, il décide finalement de s'envoler pour la petite île de Mayotte. Depuis lors, il développe également un vlog dans lequel il raconte ses défis et ses aventures mahoraises. Et son approche m'a beaucoup plu. Et c'est notamment de ça dont nous avons discuté ensemble. On y parle de ce nouveau départ et de ce que cela implique d'être freelance dans une culture complètement nouvelle. Il nous raconte comment il a trouvé de nouveaux clients, de son investissement dans la scène artistique locale, de sa compréhension grandissante de la culture mahoraise et de ce que cela veut dire pour lui en tant que designer local. Et puis, on parle également de l'importance d'être généreux et de plein d'autres petites choses. Ben est un ami de longue date, mais que je n'avais plus vu depuis longtemps. Alors quand j'ai su qu'il était de passage en France et qu'il passait notamment sur Paris avant de retourner à Mayotte, j'ai sauté sur l'occasion pour le revoir et lui tendre le micro. Alors détendez-vous, sortez les lunettes de soleil et la crème solaire. Voici ma discussion avec Ben Young. Bonne écoute. 1, 2, 1, 2, check le mic. C'est Netflix le fenêtre. Bonjour Ben Young. Bonjour. Bienvenue sur Sens Créatif. Merci beaucoup. Très honoré d'être sur Sens Créatif. Yes. Et puis très honoré surtout que tu sois là parce que c'est pas tous les jours qu'on peut choper Ben Young. En France, c'est vrai que, en métropole, pardon, c'est vrai que c'est pas tous les jours. Puisque je vise à Mayotte, mais ça tu le sais déjà. Voilà, exactement. Je voulais surtout pas louper l'occasion que tu aies les deux passages à Paris parce que tu repars demain, c'est ça ? Je repars demain matin à première heure pour la petite île de Mayotte à 8000 km d'ici. Cet épisode, quand il sortira, évidemment, tu seras de nouveau à Mayotte. Mais oui, je voulais vraiment profiter de l'occasion pour pouvoir discuter avec toi. Ben, tu es designer, directeur artistique et vlogueur depuis peu. Vlogueur depuis peu. En tout cas, j'essaye. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouve ça vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis, on se connaît depuis pas mal d'années. Et je puis un peu suivre ton parcours, etc. Et le fait que tu habites à Mayotte, ça m'intéresse beaucoup. On va pas mal parler de ça. Donc, Ben, encore merci pour ton temps. Merci beaucoup à toi. Ça m'honore d'être sur le podcast. Alors, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin ? C'est une question à laquelle j'ai longuement réfléchi après avoir écouté les autres épisodes. Mais au final, je dirais qu'une des choses qui me motive à sortir du lit le matin, outre mon appétit pour le petit déjeuner, ça va être un certain appétit pour de la nouveauté. Et je me rends compte que j'aime bien me lever et travailler sur des choses qui seront nouvelles, qui, en fait, quand je me couche, elles n'existaient pas quand je me suis levé. Et donc, il y a un sentiment d'avoir accompli quelque chose dans sa journée. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de me lever le matin et qui me donne envie et l'énergie de me lever. Créer quelque chose qui n'existe pas. Créer quelque chose de nouveau, ouais.
en tout cas de nouveau dans le fond, dans la forme, pas de révolutionnaire, quand je dis nouveau, mais quelque chose qui n'existait pas. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore très très bien, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et puis dire ce que tu fais? Ouais, alors je suis donc Ben Young, ça tu l'as dit. En effet, je suis directeur artistique freelance depuis un an, puisqu'avant j'étais directeur artistique en agence, dans la plus américaine des agences françaises, My Client is Rich. Gros big up. Et c'est là-bas que j'ai fait mes armes, entre guillemets. C'est là-bas que j'ai appris beaucoup de choses en 6 ou 7 ans. Et ouais, c'était super enrichissant de travailler en équipe. Et je suis vraiment reconnaissant pour ce temps. Et puis, du coup, il y a un an, j'ai déménagé à Mayotte. En fait, j'étais toujours freelance à côté, quand même. J'ai toujours aimé avoir mon petit playground, là où, disons, je pouvais faire des choses facturées ou non, mais en tout cas pour mes propres clients et puis pour mon propre réseau. Et du coup, donc il y a un an, j'ai décidé de faire ça à temps plein en partant à Mayotte et en développant un nouveau réseau là-bas, en développant de nouveaux projets. Et voilà, en gros. À côté de ça, du coup, comme tu le disais, j'ai lancé un vlog pour un peu raconter mon expérience là-bas. Et puis c'est quelque chose qui vient compléter du coup ma profession principale, entre guillemets. Ouais. Bon, tout ça d'ailleurs, on va pouvoir carrément en parler. Mais avant d'arriver à Mayotte et au vlog et tout ça, je serais intéressé de retourner en arrière et du coup savoir, est-ce que tu pourrais un peu nous raconter un peu ton arrière-plan personnel, donc t'es designer, comment t'as découvert le monde de l'image, et aussi voilà, t'es à Mayotte, je sais pour te connaître que t'as un grand intérêt pour l'Afrique, et donc du coup j'aimerais savoir comment tu as découvert le monde de l'image et comment est-ce que ton intérêt pour l'Afrique, vu que Ben est alsacien, hein, donc tu viens de, c'est quoi le nom? Je viens de Wissembourg, ou plus précisément Oberhofen-Wissembourg, soit le nom de commune le plus long de France, si on tient en compte si on compte les tirets, donc les mots à tiroir. Alors, mon intérêt pour l'image, en fait, c'est marrant parce que je peux pas dire que je suis quelqu'un qui a beaucoup dessiné quand j'étais petit. En fait, j'avais des occupations très paysanne, on va dire. C'était de rouler dans les champs en vélo, quoi. C'est bien ça. Et oui, c'est très bien, je regrette rien. Mais du coup, j'ai pas eu une énorme soif disons, de créer de l'image quand j'étais petit, contrairement à énormément de monde qui travaille dans le milieu aujourd'hui. Mais j'ai été assez rapidement quand même intéressé par tout ce qui était graphisme, et je me rappelle que c'était en cours d'art plastique alors que j'étais en 5e ou 4e. J'étais pas fan des études du tout. Mon seul objectif était d'arrêter les études le plus tôt possible. Mais les cours d'art plastique au collège étaient souvent détestés par mes potes qui n'y voyaient aucun intérêt. Et c'était là où je m'amusais un peu, alors que j'avais plutôt des facilités en maths ou quoi. Mais les arts plastiques, c'est là où je me faisais vraiment plaisir. Et je me rappelle que du coup, dans cette année-là, il y avait un concours de la sécurité routière pour faire une affiche sur le port de la ceinture, il me semble, ou sur les limitations de vitesse, bref. Et c'est là que j'ai fait ma première affiche. Et en fait, la prof d'art plastique, qui s'appelait Madame Géziac, d'ailleurs, si elle nous entend, avait convoqué ma mère pour lui dire qu'elle trouvait ça intéressant comme composition, etc., et que c'était peut-être un cursus à suivre. Ce que je n'ai pas du tout suivi, puisque moi, l'intérêt pour moi, c'était de bien me marrer avec les potes et de s'amuser en cours pour essayer de faire passer le temps. Et du coup, j'ai fait un cursus assez classique, scientifique, etc. Mais ensuite, il y a aussi une personne qui a beaucoup joué dans mon parcours, c'est la personne de Jouac, que tu connais aussi. Qui va sûrement écouter cet épisode. Donc gros big up à Jouac également. Qui en fait, on était dans la même église quand on était jeune. Il avait quelques années d'avance sur moi. Et en fait, c'est un milieu pareil dans lequel il y avait un certain retard dans l'image.
il n'y avait pas forcément beaucoup de graphistes dans ces milieux-là. Et donc, disons qu'il y avait un peu tout à faire en termes d'image. Et lui, c'était un des pionniers en tout cas dans notre région. Et il a éveillé ma curiosité sur ces domaines-là. Et du coup, je me suis intéressé de plus en plus. Et puis, j'ai été un peu son disciple quelques temps. Pour faire des affiches, des flyers, des petits trucs comme ça. Et c'est comme ça que mon intérêt est vraiment né. Puis après, je me suis dirigé dans un cursus de communication plus général, global, mais toujours avec cette idée de me spécialiser dans le graphisme. D'accord. Et donc, du coup, tu fais tes études. Donc, je fais mes études dans la magnifique ville de Haguenau, en Alsace, et je fais un DUT en 2 ans, quelque chose de très généraliste. C'est une formation qui n'existe plus aujourd'hui sous ce nom. Ça s'appelait Services et réseaux de communication. C'était très généraliste. On avait du droit, des maths, de l'éco. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était le graphisme. Mais du coup, en commençant mes études, donc à 18 ans, en commençant mon DUT, je me suis mis en même temps en freelance. Et En freelance à 18 ans. En freelance à 18 ans, ouais. Et alors, ce qui était super intéressant, c'était qu'au final, il n'y avait pas de vie étudiante dans cette ville, parce que c'est une toute petite ville qui est à 30 km de Strasbourg, la grande ville de l'Alsace, du Bas-Rhin. Et du coup, en fait, ça a été un super avantage de pas avoir trop de vie étudiante, parce que du coup, j'ai pu me consacrer beaucoup de temps au développement de cette vie de freelance. C'était chaotique au début, c'était moche, c'était pas bien, mais c'est ce qui m'a permis de commencer tôt et puis de travailler sur ces domaines-là. Et puis ouais, je me rappelle qu'à 18-19 ans, j'avais signé mon premier site internet pour un restaurant. Et ouais, c'était super chaotique. J'avais le réflexe, j'avais vu dans les films qu'on mettait une chemise pour aller à un rendez-vous, donc c'est ce que j'ai fait, mais c'était les débuts. Ok. Donc tu te mets en freelance. Je sais que tu as aussi toujours été très intéressé par les lettres, la typographie, etc. Exactement, ouais. J'ai été. Alors ça, c'était, je pense, en 2007, 2006, 2007, il y avait le combo Tirsa-Ilk qui m'a beaucoup marqué. C'était vraiment quelque chose qui... Tirsa qui, du coup, ouais. Enfin, j'imagine que ouais, pas mal de gens connaissent dans les gens qui écoutent, mais pour ceux qui connaissent pas. Donc pour ceux qui connaissent pas, Tirsa qui est typographe, qui est en fait graphiste et qui manie énormément la typo en termes d'illustration. Et alors Ilk qui a pris ces dernières années un peu une autre direction, mais qui était aussi à fond dans de la typo. Et puis l'un avait un côté très calligraphique, l'autre beaucoup plus glossy, très coloré. Et c'est un univers qui m'a vraiment scotché. Enfin, j'étais en face de ces illustrations, de ces collabs qu'il faisait. J'étais là, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Et du coup, j'ai commencé dans mon coin à m'entraîner à dessiner des lettres sans aucune théorie ou quoi. Donc pareil, c'était chaotique, c'était moche, mais c'était cool et ça m'a fait plaisir. Et je me suis fait plaisir et mon intérêt pour la typo a grandi. Aujourd'hui, disons, c'est plus mon premier cheval de bataille, la typo, mais c'est quelque chose que j'utilise dans tous mes projets. Je prends un plaisir à manier les typos pour que ce soit une jaquette de CD, que ce soit une affiche plus institutionnelle. Donc c'est vraiment des personnes qui m'ont influencé et qui m'ont donné le goût des lettres. D'accord, trop bien. Et donc ton cheval de bataille aujourd'hui, c'est plus le design et le branding, on pourrait dire ça comme ça? Oui, alors après du coup, si on prend l'enchaînement logique, donc je suis arrivé à la fin de mes études à travers un stage, je suis arrivé dans l'agence My Client is Rich à Strasbourg. Ça coïncidait avec les premières années de l'agence et donc c'était génial puisque il y avait une énorme confiance accordée. On a développé ensemble un pôle branding, justement design. C'était historiquement plus une agence web marketing, mais elle s'est très rapidement dirigée vers le branding, la communication, la publicité. Et ouais, du coup, c'était hyper intéressant de faire le branding de sociétés, que ce soit de sociétés naissantes ou de sociétés qui souhaitaient un renouveau, un rebranding. Et là, je me suis vraiment éclaté à imaginer des univers pour des sociétés allant du coq à l'âne, vraiment des sociétés différentes.
Et ça, c'est là où je me suis, disons, le plus éclaté, parce qu'il y avait un côté conception, donc de l'idée juste, de l'idée de l'univers au logo, à la typographie, à comment est-ce que je vais le matérialiser en image. Et là, je me suis rendu compte que ce que j'aimais beaucoup, c'était d'imaginer une histoire d'abord, puis de la raconter en image, enfin en branding. En fait, je suis pas illustrateur, je suis pas des BD, je suis pas de livres illustrés, mais c'est à travers un branding que j'essaie de raconter une histoire. Et ça, du coup, je trouvais ça vraiment complet. Et c'est là que je m'éclate le plus. Oui, en me renseignant un petit peu, enfin, en me renseignant, en faisant mes devoirs pour cette interview, on ressent très fortement sur ton site, tes réseaux sociaux, tes articles et tout, que les histoires, enfin l'importance de raconter des histoires est super important pour toi. Notamment, tu dis que le design doit être au service de l'histoire et pas l'inverse. Ouais. D'où sort ce focus sur l'importance de raconter des histoires pour toi? Je pense que ça vient pareil de l'agence, et puis en même temps du contexte dans lequel on vit. On a toujours eu un peu une approche produit. Jusque-là, dans la publicité, on mettait beaucoup en avant une voiture pour ses caractéristiques, enfin peu importe le produit. C'était jusque il y a quelques années, on avait souvent une approche produit. Il y a quelques années, on s'est rendu compte, à travers des géants comme Nike par exemple, que en fait, ce qui compte et ce qui va trouver une place dans le cœur des consommateurs entre guillemets, ça va être l'histoire qu'on va raconter à travers le produit. Le produit n'a qu'un élément de l'histoire. Et je me faisais encore la réflexion les derniers jours que j'ai quelques paires de Nike, mais j'ai jamais lu les caractéristiques de la chaussure. Enfin, je me suis intéressé même à son matériau, ce qu'elle va me permettre de faire. En fait, c'est juste un univers dans lequel on se retrouve pour lequel on a un certain sentiment d'appartenance qui fait qu'on va s'identifier et puis avoir du plaisir à porter ces chaussures-là. L'histoire t'a inspiré. Voilà, l'histoire est inspirante. Et puis quand on s'intéresse vraiment aux histoires derrière les marques, on se rend compte à quel point c'est riche et à quel point on n'est plus dans une logique. Bien sûr, le but final est la consommation, mais on n'est plus seulement dans une logique de consommation. On est vraiment dans une logique on crée un mouvement, on porte des valeurs. Donc il y a vraiment ce côté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment super important de raconter une histoire, même dans les domaines les plus centrés sur les thunes, on va dire. Parce que sinon, voilà, juste vendre un produit, c'est pas très intéressant, quoi. Et puis même en tant que designer, c'est pas très fun de faire des catalogues. C'est beaucoup plus sympa de raconter des histoires. C'est le fameux Start with Why de Simon Sinek. Exactement, voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup influencé. Je crois que tu étais un fervent défenseur aussi de cette donc de ce livre et du cercle d'or. Ouais, exactement. Donc se poser la question du pourquoi. Le pourquoi plutôt que le comment. Exactement, voilà. Si on commence par le pourquoi, c'est beaucoup plus simple ensuite et cohérent de vendre telle ou telle chose parce qu'on aura su expliquer pourquoi. Enfin, c'est... Ouais, Simon Sinek qui parle notamment par exemple pour Apple, c'est pas leur pourquoi, c'est pas on fait des super ordinateurs, c'est think different, ou c'est plutôt on a envie de révolutionner le monde de la technologie. Et si toi aussi tu ressens, t'identifies à quelqu'un qui veut penser différemment ou qui a envie de vivre la technologie différemment, bah tu t'identifies à ça, quoi. C'est un peu son exemple. Ouais, exactement. Je le dis grossièrement, mais ouais, non, c'est clair, c'est les premiers qui ont réussi à assumer le fait de mettre un ordi dans un salon, quoi. Ouais. En tant qu'objet design. Donc et puis c'est quelque chose qui malgré les années perdure et c'est beau. Ouais. C'est une histoire dans laquelle on s'inscrit et puis et au-delà de tout ça, au-delà du marketing, tout ça, c'est vraiment intéressant je trouve que c'est super fun d'imaginer des concepts et des histoires. Enfin, je veux dire, quand on se lève le matin et qu'on se dit, tiens, aujourd'hui, on va construire une histoire pour quelqu'un et imaginer, ça, je trouve ça super. Enfin, c'est vraiment le côté du métier qui me plaît le plus, je crois.
Bah, d'ailleurs, en parlant d'histoire, tu es en train d'en créer une sacrée, c'est-à-dire ton déménagement à Mayotte. Le Ben Young alsacien d'origine qui déménage là-bas. Et avant de faire la petite boucle là-dessus, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta passion de l'Afrique, parce que je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse énormément. Alors Mayotte, c'est pas vraiment l'Afrique. C'est vrai que géographiquement ça l'est. Enfin, c'est situé dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et le Mozambique. Ça fait partie de l'archipel des Comores, donc c'est 4 îles. Et donc Mayotte est la seule île parmi les 4 qui est française. Mais disons que c'est pas l'Afrique. Bon, déjà l'Afrique, c'est un mot un peu fourre-tout, parce que l'Afrique est un continent. Entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, il y a des mondes entre chaque pays. Il y a des cultures différentes, etc. Donc, mais Mayotte est super intéressant parce que c'est un carrefour et que c'est un ensemble d'histoires dont je n'ai pas encore tout compris. Mais en tout cas, il y a beaucoup de populations qui sont passées sur le territoire. L'histoire n'a pas toujours été belle et n'est toujours pas rose. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mix de cultures. Et c'est vrai qu'il y a ce côté Afrique de l'Est qui est présent. Il y a l'influence arabe. Il y a ce côté Moyen-Orient, même dans l'architecture. Et puis il y a vraiment en fait des cultures qui se croisent. Et puis bien sûr aussi la culture française, puisque c'est français depuis avant d'être un département. Ça fait 8 ans que c'en est un, mais avant c'était à l'époque une colonie, etc. Donc on a vraiment une influence française et occidentale aussi. Et c'est ça qui est super intéressant aussi dans les projets. En fait, ça répond un peu à la question de pourquoi ça me fait kiffer d'être là-bas. C'est qu'il y a, disons, un mix de cultures qui fait qu'on peut mixer des univers aussi graphiquement, aussi dans les histoires, pour aboutir à des espèces de mash-up. Donc on a ce mix de cultures et d'univers qui fait que c'est super intéressant à la fois à comprendre, et c'est pas évident, pour comprendre vraiment l'histoire de Mayotte, et puis du coup d'en créer d'autres dans ce contexte-là. Mais voilà, enfin du coup c'est super intéressant aussi de créer dans ce contexte-là, puisque une fois qu'on a compris quelques trucs, ben on peut réutiliser ces choses-là pour créer d'autres histoires. Et je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas c'est super enrichissant de naviguer entre des cultures. Donc t'as déménagé l'an dernier. Donc j'ai déménagé il y a 10 mois, donc en fin août 2018, exactement. Avec ta femme. Avec ma femme, c'était un projet commun. On avait en fait à cœur de partir là-bas. C'est un département qui a énormément de défis aussi. C'est encore une fois, c'est un mash-up de plein de choses. C'est à la fois un des plus grands et beaux lagons du monde. On y trouve plein d'espèces, de poissons, etc. Donc c'est magnifique, il y a énormément de potentiel en termes de plongée, etc. Donc c'est un super bel endroit. Et à la fois sur l'île, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'enjeux politiques, ce qui fait qu'en fait on vit dans un espèce de mash-up où il y a des choses très très belles et puis il y a des choses très très moches aussi. On est dans un contexte où 80% de la population est sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, c'est en fait vraiment un gros mash-up dans tous les domaines. Donc c'est déstabilisant et à la fois c'est intéressant de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, quels sont les enjeux, quels sont les défis et comment on peut disons ajouter humblement sa goutte à l'océan. Et toi, ta goutte à l'océan, c'est notamment ton travail de graphiste. Tu débarques là et tu te lances en tant que graphiste indépendant tout de suite. C'est ça. Donc je suis arrivé là-bas, on est arrivé là-bas. Bien sûr, au début, il y a toute la phase de transition qui est pas évidente, de trouver un appartement, acheter une voiture, etc. Tout ce côté logistique. Et ensuite, je me suis directement lancé donc en tant que graphiste indépendant. Et là où je prends le plus de plaisir, c'est vraiment de développer, d'aider des marques à se développer
Et ouais, quelque part, c'est un peu la goutte à l'océan. J'essaie en tout cas d'apporter mon aide dans la communication de certaines marques pour qu'elles puissent être visibles, pour que les activités mahoraises puissent être mises en avant. Aussi, au-delà des frontières du département, entre guillemets, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de lancer un vlog. C'était d'essayer de parler de Mayotte aux gens qui me connaissent de métropole. Parce que j'avoue qu'il y a quelques années, je ne connaissais pas Mayotte avant de m'y intéresser. Donc, je trouve ça intéressant qu'en tant que Français de métropole, on puisse aussi savoir un peu ce qui se passe. C'est un regard unique. Enfin, j'essaie de montrer plusieurs choses, mais c'est un regard sur Mayotte quand même. Et du coup, comme j'essaie de montrer un peu le département, j'essaie d'aider des marques à se développer et puis tout simplement à briller sur le département. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est comment t'as fait pour trouver ces marques pour les aider à se développer? T'es arrivé, il me semble que tu connaissais pas grand monde. Comment t'as commencé à développer ton réseau, si on peut dire ça comme ça? Alors, Mayotte a un grand avantage, c'est que c'est une île de 20 km sur 40, donc c'est une toute petite île. Et donc, il y a 2 facteurs principaux pour se développer, je dirais. C'est, premièrement, le bouche à oreille. C'est quelque chose qui marche énormément. Même culturellement, ça fonctionne très bien. Dès que tu rencontres une personne, tu vas rencontrer une personne et son réseau. Donc, elle va directement t'ouvrir un réseau derrière. Et puis, de bouche à oreille, tu vas rencontrer plein de monde. Mais le deuxième et pas moins important vecteur pour trouver un réseau, c'est les réseaux sociaux. Et il y a quelque chose de très intéressant sur Facebook notamment, c'est qu'on n'a pas besoin de sponsoriser beaucoup, c'est-à-dire d'investir beaucoup d'argent pour toucher presque tout le monde. Étant donné que la population est limitée, en tout cas la cible, disons, est limitée. Je vais pas cibler les jeunes de 15 ans, je vais plus cibler disons 25-40 ou 25-50, et du coup pour vraiment trouver ce genre de profil de jeunes, entre guillemets, jeunes start-upers de Lille. Et du coup c'est comme ça que j'ai réussi, à travers quelques publications sponsorisées de mes travaux de métropole et ensuite de mes premiers travaux de là-bas, à vraiment étendre mon réseau et puis à rencontrer des gens via ce biais-là des réseaux sociaux. Et puis, une fois que cette étape est franchie, après, ça va être le bouche à oreille. Puis quand il y aura un peu moins de bouche à oreille, il faut repasser sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment un duo de moyens pour réussir à connecter avec beaucoup de monde sur l'île. Et en parallèle à ça, il y a aussi tout l'engagement associatif. Et donc, avec 4 autres personnes, on a en fait, j'ai rejoint le projet, la vision de 2 personnes qui était de développer des événements artistiques sur l'île. La Minute Art. La Minute Art. Yes, je voulais qu'on en parle. Voilà, un gros big up à la Minute Art qui a lieu dans quelques jours à nouveau. Et donc ça, pareil, on s'engage dans le côté associatif et ça ouvre des portes, et puis ça ouvre des réseaux aussi, bien sûr. Et c'est quoi du coup la Minute Art? Donc la Minute Art, c'est le concept, c'est de réunir les artistes de l'île, en tout cas les artistes qui sont sur l'île, donc pas forcément les natifs de l'île seulement, mais vraiment tous les artistes présents sur l'île, et d'essayer de créer des connexions entre eux. Donc ça se limite pas à l'art visuel, ça va être de l'art visuel, de la photo, de la peinture, de la sculpture, mais aussi de l'art scénique, ça peut être de la danse, ça va être du chant, du beatmaking, et puis ouais, plein de disciplines. Et en fait, voilà, l'idée c'est de créer un endroit où les gens vont se retrouver, les gens qui ont un intérêt pour l'art et les artistes, et d'essayer de créer une certaine connexion entre les gens pour que ils puissent créer des collabs, faire des projets ensemble. Je vais donner un exemple un peu bateau, mais disons, pourquoi pas une chorégraphe va rencontrer un photographe sous-marin et puis ils vont faire une choré sous l'eau et en faire une série photo. Ouais, non, ce serait hyper cool. Donc c'est vraiment ce genre de projet qu'on aimerait voir naître. Et c'est pour ça qu'on fait les soirées Minute Art. Donc c'est
entre mensuel et bimensuel. Et il y a tout un travail de curation tous les mois, d'essayer de trouver des nouvelles personnes qui seraient prêtes à participer. L'idée, c'est pas de prendre les têtes d'affiche de Mayotte, mais vraiment d'essayer de trouver les gens qui dans leur coin font leur petit truc et qui en fait est super cool, qui méritent d'être exposés et qui méritent d'avoir l'attention d'autres pour créer des choses ensemble. Ça rejoint un peu une des choses que tu disais dans un de tes épisodes de ton vlog. Tu parlais de l'importance de la générosité et notamment de mettre le travail des autres en avant. Et je pense que tu avais dit ça peut-être pour développer son réseau ou quelque chose, je sais plus. Et je trouvais vraiment ce concept de générosité. Enfin, moi, c'est quelque chose, comme tu t'en doutes, laquelle j'adhère complètement. Et je voulais savoir si tu pouvais un petit peu plus en parler. Puis bon, je sais que la Minute Art s'y inscrit complètement vu que vous mettez en avant des talents qu'il y a sur l'île. Ouais, alors je pense que c'est toujours un peu compliqué de parler de la générosité parce que il peut y avoir d'apparence un côté je suis généreux mais j'en profite. Et quelque part c'est vrai. Mais quelque part on récolte ce qu'on sème. Donc quand j'étais à Strasbourg, j'avais un blog qui s'appelle qui existe toujours, qui est toujours visible mais qui n'est plus alimenté, qui s'appelle Frühstück avec Arnaud Big Up. Et ouais, du coup, on a développé ce blog pour interviewer des artistes créatifs ou même entrepreneurs strasbourgeois, toujours dans le milieu de la création. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai fait qui ne m'a jamais rapporté un dollar, si on peut dire, mais qui m'a ouvert des réseaux. Typiquement, ça s'appelait Frühstück puisque le concept était de prendre un petit déj ensemble et de faire une interview pendant ce petit déj. Et en fait, c'est au-delà du plaisir que c'est de rencontrer des personnes et puis d'entendre des parcours, ça permet aux personnes de gagner en visibilité, même si le blog c'était pas Phobis, mais c'était un petit blog local suivi par des gens qui avaient cet intérêt-là. Et donc, je pense que la générosité, elle doit vraiment être sincère et je pense que en tout cas, j'essaie vraiment de toujours rester dans la sincérité, dans la générosité, de pas attendre. C'est fou qu'on doive préciser que la générosité, ça doit être sincère. Parce que de base, j'imagine que le mot générosité est censé être sincère. Mais maintenant, on est obligé de préciser que c'est pas intéressé, quoi. Bah, je pense que ça c'est un peu dû à toute la culture freemium. Typiquement des applications, là je dévie, mais des applications sur le téléphone qui seront gratuites, mais dans lesquelles tu vas payer les contenus additionnels. Donc en fait, on a toujours l'impression que, comme le dit le dicton, si c'est gratuit, c'est toi le produit. On se méfie toujours de la générosité des gens, parce qu'on se dit derrière c'est qu'ils veulent me vendre un truc. Et en fait, non, enfin pas toujours. Et je pense que la générosité peut venir de base Frühstück ou Minutar, c'est une passion. C'est le fait est que on kiffe on kiffe la culture, faisons des trucs là-dedans et puis ne cherchons pas à rémunérer toutes nos minutes de nos journées. Par contre, forcément, ça ouvre des réseaux. Et puis, je pense que nos activités sont connectées. En fait. En s'engageant dans une association, on va connecter avec des gens qui peut-être un jour auront un besoin dans leur com, dans leur graphisme, mais on va pas le faire pour ça. C'est juste, ça va être une conséquence. Ouais. Alors, certes, quelque part, on réfléchit quand même à tout ça. On se dit que nos activités vont être connectées et que mon engagement dans une association va peut-être un jour me ramener un contrat. Mais c'est pas pour autant que c'est pour ça qu'on le fait, quoi. Non. Et c'est pas une réflexion, à base de thunes, mais c'est vraiment en fait, c'est naturel. On est passionné par des choses, donc on va s'engager dans des choses, et ces choses-là vont être connectées naturellement. Absolument. Et donc c'est comme ça que j'envisage en tout cas mes activités. Mais en tout cas, en arrivant à Mayotte, je me suis engagé dans plusieurs choses, et puis j'ai commencé à développer mon activité, etc. Et puis très vite, je me suis dit, est-ce que c'est cohérent ce que je fais? Et puis j'ai pris une feuille, j'ai fait une petite map de ma vie pro, on va dire, et en liant les choses dans lesquelles j'étais engagé, je me suis juste rendu compte que tout était connecté, mais qu'il y avait une direction qui était très professionnelle, et puis une autre qui était juste la passion
m'a donné envie de faire ça. Mais elles sont connectées, et tant mieux. Enfin, c'est naturel. Non, pour moi, vraiment, si la base, c'est prendre, je pense que là, c'est pas de la générosité. Par contre, si c'est la passion, et que cette passion est tellement grande qu'on est prêt, en fait, à y consacrer tellement de temps, même gratuitement, juste pour le plaisir, je pense que c'est là que vient la générosité. Pour moi, la générosité, c'est le fait de pas garder ses balles. Enfin, tu vois, c'est de donner abondamment cette passion qui nous habite justement. Et je pense que c'est le juste retour de manivelle si en fait, les gens ils sentent si c'est intéressé, si c'est là pour prendre ou pour utiliser les gens. Mais si c'est vraiment si la motivation, on sent qu'elle est sincère, qu'il y a une vraie passion qui est habitée et qu'il y a une générosité qui est présente, je pense que c'est le juste retour de manivelle que les gens te le rendent, en fait, d'une manière ou d'une autre. C'est même pas obligé que ce soit financier, quoi. Oui, et puis après, très concrètement, je pense que c'est pas en s'engageant dans une asso ou en faisant un zine ou en faisant un vlog qu'on va gagner notre vie, hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous des Norman fait des vidéos et c'est pas du tout grave. Enfin, c'est pas du tout dans cette logique-là que je réfléchis à mes projets. S'il y a des choses qui prennent et qui sont suivies, c'est très bien. Mais disons, à la base, c'est plus une passion qui dicte la chose et qui donne envie de la faire. Et puis en fait, on se laisse porter. Et puis et un jour peut-être qu'on récoltera quelque chose dans une dimension business. Mais c'est pas ça l'ADN du projet. Ouais, je pense que je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un peu la base. J'avais envie de discuter un autre sujet dont tu as parlé dans tes vidéos. Tu parlais de l'importance de la culture, de connaître la culture de là où on a envie de se diriger, là où on a envie de travailler. Et notamment, tu disais que sur Mayotte, il y a entre 3 et 5 langues et que pour toi, ça a été notamment une découverte et que tu es en train d'apprendre une des langues de l'île. Et du coup, en tant que designer, j'aurais voulu savoir, tu sais, comment tu adresses tes messages, ton travail de designer, de communicant visuel, pour être compris. Je pense que tu avais dit un truc du genre comment être compris, comment toucher une culture dans sa globalité en tant que designer. Enfin voilà. Puis tu sais que en tant que Belge qui vient d'une famille bilingue et puis voilà d'un pays où officiellement il y a 3 langues, la question linguistique est quelque chose qui me touche beaucoup et qui je trouve pas très évidente en fait, naviguer entre parce qu'en fait chaque langue est une culture différente, hein, en l'occurrence en Belgique le flamand c'est plutôt germanique et le français c'est plutôt latin, puis je sais que sur Mayotte il y a plein de cultures différentes au final. Bref, tout ça pour dire, est-ce que tu pourrais me parler de ça? Ouais, avec plaisir. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs langues sur Mayotte. En fait, la langue officielle est le français, mais la langue la plus parlée est le shimaoré. Donc c'est une langue bantoue. C'est un dérivé entre guillemets du swahili. À côté de ça, il y a aussi le shibushi. Et donc ça, c'est les 3 langues principales. Le shibushi qui vient plutôt du malgache. En fait, ce que je pense pour être pertinent dans une culture, moi je viens de métropole, je viens d'Alsace. J'arrive dans une culture et je pense que j'ai 2 options. Soit je pense avoir tout compris sur la vie et puis je vais imposer ma vision. Soit je vais revenir à ce qu'on parlait juste avant, le réseau, et m'entourer de personnes qui vont m'aider à comprendre la culture. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis vraiment content d'avoir rencontré des personnes clés qui au quotidien me donnent des pistes de comment lire cette culture. Je parle pas seulement de la langue, mais vraiment de la culture, de tous les aspects, que ce soit dans la communication, dans le travail, donc dans le branding, dans l'histoire qu'on va raconter. Est-ce que elle est pertinente en fait pour le contexte culturel? Mais même dans la façon de la vendre, même dans la façon de se comporter dans des rendez-vous. Et c'est super important je pense, d'avoir cette humilité de se dire quand je crois avoir compris, en fait, je comprends juste que j'ai rien compris. Et du coup, je pense que c'est super important de s'en remettre à des personnes qui ont grandi là-bas, qui sont vraiment de la culture et on va pouvoir travailler en binôme. Et c'est pour ça que je travaille énormément en binôme avec des personnes locales qui sont aussi dans la com ou dans le branding. Et en fait, ensemble, on va développer des projets et on va avoir vraiment ces yeux complémentaires
Moi, disons que tu vas apporter des choses de mon expérience en agence en métropole, puis des personnes, même les voisins en fait. Il y a déjà des projets où je me suis j'ai sonné, enfin on sonne pas, mais on dit Audi à l'entrée des maisons pour susciter l'intérêt et pour montrer qu'on est là. Donc je suis allé voir mes voisins, je leur ai parlé de mon projet, je leur ai expliqué ma démarche et ils m'ont fait des retours ouais, ça c'est intéressant, ça par contre ça va pas être super intéressant parce qu'en fait on peut très vite tomber dans des clichés en tant que nouvel arrivant. On va se dire ah, si je place tel et tel mot qui est bien connu en shimaoré, bah ça va faire super local et tout, alors qu'en fait ça va être au contraire très superficiel. Les gens vont sentir que c'était super intentionnel de placer ce mot là et qu'en fait ça fait fake quoi. Donc ouais, pour moi l'essentiel pour comprendre une culture, ou en tout cas essayer de la comprendre et avancer dans cette compréhension, est de s'entourer de personnes qui sauront nous aiguiller, et plusieurs personnes, puisque tout le monde a son propre regard sur sa propre culture. Moi, pour expliquer la France, je sais pas par où commencer, et j'ai mon regard sur la France, ou même sur Strasbourg, sur l'Alsace. Et si tu demandes à un autre Alsacien, il te dira peut-être complètement autre chose. Donc vraiment, l'idée, c'est de s'entourer de personnes qui vont nous aider à déchiffrer cette multiculture. Et donc, ouais, prendre des personnes lambda, des personnes qui travaillent dans des domaines tout à fait différents, qui n'ont pas du tout cette intentionnalité à regarder professionnellement comment ça peut passer, mais vraiment qui ont un regard ouais, de personnes lambda qui vont te dire ouais, c'est sympa, mais c'est pas adapté. Enfin, là tu tapes à côté. L'intention est bonne, mais il faut revoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend vraiment vite, je pense, en arrivant à Mayotte. C'est que c'est très compliqué de tout comprendre, et que en fait, il va falloir du temps et des personnes pour y arriver. Et aussi, j'imagine, t'entourer de personnes pour comprendre le système de valeurs, pour offenser personne aussi. Tu écrivais là-dessus, comprendre le système de valeurs pour être entendu et Ouais. être sûr de n'offenser personne. Et je trouve que c'est, en tant que nouvel arrivant, c'est super important et super intéressant, quoi. C'est ça. C'est un département qui est à 95% musulman, donc forcément on a une culture très différente de la France métropolitaine. Et disons que il y a des choses qu'on ne fait pas, alors qui se font des fois, mais que je trouve que certaines choses manquent de respect. Mais ce que je trouve important aussi, et ça j'en ai moins parlé dans mes vlogs, et c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi, c'est que en tant que, disons, occidental qui arrive dans une culture qui est un peu plus orientale, comment est-ce que je vais faire pour ne pas importer, entre guillemets, tous les inconvénients aussi de la culture occidentale. Donc est-ce que moi je vais juste être un maillon pour pousser la société de consommation, par exemple, ou est-ce que je vais réfléchir à la chose pour me dire mais en fait c'est pas très pratique pour moi en tant qu'occidental qui a accès à plein de choses dans cette culture de consommation, dans cette société de consommation. Est-ce que vraiment je veux l'importer là? Est-ce que ça a sa place? Est-ce que en fait ça va pas juste je sais pas, enfin diviser les gens, ou apporter un côté néfaste? Enfin il y a vraiment cette question là de savoir qu'est-ce que j'apporte. Est-ce que j'apporte des choses, j'aime souvent dire à l'américaine, mais en fait, est-ce que c'est bien? Enfin, tout n'est pas bon en Amérique. Tiens donc. Et est-ce que, ou je veux dire en France, parce que moi je viens de là, hein. Mais voilà, en fait, il y a un questionnement permanent Bon, ça. qui est super intéressant. Et est-ce qu'il y a déjà des choses où tu t'es dit, ah non, ça il faut que je le laisse, ça il faut que j'abandonne dans ce contexte-ci? Alors là, j'ai pas d'exemple sous la main, mais je me souviens déjà avoir eu ce genre de réflexion dans des projets. Ça me dit quelque chose. C'est déjà arrivé, disons que j'ai cette réflexion de ça, je l'aurais fait en France métropolitaine, mais ça, je vais pas le faire ici. Enfin, ça n'a pas sa place. Et puis
Ouais, c'est pas pertinent, quoi. Mais j'ai pas d'exemple en tête. Ça fait quelques semaines que je suis en vacances, hein, voilà. J'ai un peu déconnecté des dossiers. Mais non, j'ai pas d'exemple précis en tête. Non, pas de problème. Et donc, on pourrait dire que depuis que t'es à Mayotte, t'es un petit peu, tu réapprends tout, en fait, quelque part. Tu as besoin de t'adapter et t'as tes acquis et tes références et tout. Et puis finalement, tout est bougé, tout est changé. Tu te rends compte que si tu as envie de faire le même métier, tu dois jouer avec des codes complètement différents et ouais, réapprendre et délaisser les choses qui te paraissaient importantes. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est un espèce de reboot, de reset, où disons que ouais, mais il faut tout réapprendre, c'est vrai même. Donc la langue, c'est pas obligatoire de l'apprendre entre guillemets, puisque le français est la langue officielle, puis Mayotte c'est la France, je le répète, et c'est important aussi puisqu'il y a une grosse influence de la culture française aussi. Mais il y a pas que ça, et puis je pense que c'est important quand on arrive quelque part de s'intéresser à la culture, de s'intéresser à ce que vit la population, de pas juste se cloître dans ce qu'on connaît déjà et dans entre guillemets de rester dans notre zone de simili confort, mais vraiment ouais de tous les jours se demander qu'est-ce que je peux faire, apprendre, qu'est-ce que je peux apporter, mais aussi en fait je parle souvent d'apporter des choses là, mais en fait Mayotte m'apporte énormément. Enfin c'est vraiment une richesse sans nom d'aller là-bas et de découvrir plein d'autres choses auxquelles on n'était pas confronté avant, et du coup ça ouvre l'esprit, et puis ça ouvre aussi une certaine créativité, une nouvelle créativité, de se dire bon ben ici on va pouvoir faire des choses qu'on n'a jamais fait, quoi. C'est clair. D'où cette nouveauté qui pousse à se lever le matin. Absolument. Et hop là, on a bouclé. La boucle est bouclée. Non, elle a pas encore entièrement bouclé. Non, mais d'ailleurs justement, est-ce que tu travailles que pour des clients sur Mayotte ou tu es encore en lien avec la France? Alors je suis toujours en lien avec la métropole, et je tiens à le garder aussi. Mayotte peut connaître des crises un peu globales sur l'île, mais qui impliquent aussi des crises économiques. Donc on n'est jamais disons à l'abri. C'est pas aussi stable entre guillemets que la métropole. Mais pour moi c'est super important de m'impliquer en fait sur les deux, parce que je suis de la métropole, donc j'ai mon réseau métropolitain aussi, que ça me fait toujours plaisir de travailler avec. J'ai récemment travaillé sur le projet des sirènes qui est super, et dans lequel je me retrouve dans les valeurs et tout. Mais c'est aussi super important de pas travailler uniquement pour la métropole, mais vraiment de s'investir à Mayotte. Et aujourd'hui, Mayotte fait, disons, au moins 50% de mes projets sont à Mayotte, parce qu'il est très facile de déménager quelque part, mais de garder la tête de là où on est parti. Et c'est de là que je me différencie, je pense, je suis pas une exception, mais la différence vraiment entre déménager dans une autre culture et faire du digital nomadisme, elle est là. C'est-à-dire que les digital nomades peuvent sans problème garder leurs clients de là où ils viennent, et puis vivent dans des villas pour coworkers, et c'est super, et ils vivent au soleil et avec des avantages. Mais moi, ça me suffit pas de vivre ailleurs. C'est super intéressant, et tout l'intérêt est de s'intéresser à la culture dans laquelle on est. Mais c'est vraiment deux démarches différentes. Donc moi je m'inscris pas du tout dans cette démarche de digital nomade, même si je continue à travailler pour des clients en métropole, et qu'il y aura de nouveaux projets, que ça continue. D'ailleurs j'en ai sans doute un en Belgique. Mais vraiment voilà, s'investir à fond dans Mayotte pour avoir la tête là-bas. Puis donc tous les enjeux culturels que je citais avant. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait brièvement parler de ton travail de directeur artistique pour Stereosnap? Parce que tu disais que tu travailles notamment en lien avec des personnes en France. Et Stereosnap, pour la petite histoire, c'est le groupe d'Adrien Guy, dont les auditeurs entendent à chaque épisode le générique. Et en fait, c'est Ben qui est le directeur artistique du groupe depuis les débuts. Et tu pourrais nous raconter un peu en quoi consiste ton rôle de DA sur ce projet? Ouais.
Alors, je vais être bref, mais tout a commencé dans une forêt où je me suis retrouvé avec Benjamin, donc un des 3 membres du groupe, dans un camp scout où en fait il faisait le son et je faisais la sécurité, ce qui est super drôle parce que si vous me voyez, vous comprendrez que je suis pas le mieux placé pour faire la sécu. Et bref, on s'est rencontrés dans un contexte comme ça, et puis il était déjà dans le son, j'étais déjà dans l'image, on a gardé contact et c'est comme ça que en fait on a suivi chacun nos projets respectivement et je me suis retrouvé dans StereoSnap, disons, en tant que membre de l'ombre, à faire tout ce qui est plutôt visuel. Et donc ça fait, je pense, bientôt 5 ans que je les accompagne. Et disons que ça, c'est vraiment mon projet, enfin ma cour de récréation. C'est-à-dire que donc ils sont 3. Ils sont aussi barrés l'un que l'autre. Et ils ont, je le dis positivement, big up StereoSnap. Et ils me laissent une liberté totale. En fait, ils me disent, nous on s'amuse sur le son, toi amuse-toi sur l'image. Et donc c'est comme ça qu'a commencé la collab, et c'est comme ça, dans cet esprit, qu'on continue. Donc forcément, quand on est à distance, c'est toujours un peu plus compliqué de se sentir aussi impliqué et tout. Mais mine de rien, on vient de sortir un clip qui s'appelle Dreams of Gold. Trop bien. Et qu'on a, merci. Et dont Batomic a travaillé dessus, et c'était génial de travailler avec lui. Et donc ouais, on l'a conçu sur Skype. Et puis enfin aujourd'hui c'est quand même super simple avec tous les outils de travailler à distance et de faire des espèces de mood boards, etc. Enfin bref, on a travaillé comme si on était dans la même ville, mais à 8000 km de distance, pour concevoir un clip qui vient de sortir, comme je le disais. Et voilà, vraiment le mot-clé de cette collaboration, c'est la liberté. C'est, disons, tout ce que je ne pourrais pas faire pour des enjeux économiques ou pour des enjeux marketing pour un client autre. Bah, avec StereoSnap, on n'a pas le couteau sous la gorge, on fait ce qui nous fait kiffer et puis on s'amuse. C'est que du fun. C'est que du fun. Et c'est vraiment très bien comme ça. Trop bien. En tout cas, moi je suis fan et je trouve vraiment le boulot que vous faites ensemble vraiment très très cool. Cette interview touche bientôt à sa fin. J'aimerais te demander, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment communiquer à mes auditeurs, que ce soit en tant que graphiste, en tant qu'expatrié à Mayotte, en tant que freelance, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, j'aimerais vraiment partager juste cette petite idée? Question compliquée. Moi, j'ai toujours du mal à donner des conseils ou quoi, ou des pensées sages, parce que j'ai pas 30 ans, j'ai pas beaucoup encore d'expérience dans la vie, mais je pense que ouais, ce que j'aime dire, et ça rejoint beaucoup ce que Mike Stefanini disait dans le premier Sens Créatif, c'est qu'on ne sauve pas le monde, et que c'est important de le savoir. Et je parle souvent à des graphistes, et notamment sur la twittosphère, on se rend compte souvent que il y a beaucoup de graphistes frustrés qui font une espèce de guerre avec les clients parce que ils sont pénibles et tout. Et des fois, j'ai juste, moi, j'ai pris beaucoup de distance avec Twitter. J'y suis presque plus. Je poste un truc toutes les 3 semaines, mais je pense que c'est important qu'on puisse se dire qu'on a un métier qui est parmi les plus fun du monde, qu'on raconte des histoires en images, peu importe le métier qu'on fait au final dans ce domaine de la création visuelle. On a un métier qui est super cool. Enfin, on se lève le matin en se disant qu'on va créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose qui fait plaisir à regarder, au moins pour quelques personnes. Et du coup, on n'est pas en train de sauver des vies où il n'y a pas un enjeu de vie ou de mort. Et je pense que de garder ça en tête et de se dire aussi que oui, c'est normal que les clients sont
des fois très pointilleuses, on touche à un domaine qui en fait les intéresse. Et souvent, même quand on bosse pour des grandes sociétés, même les patrons trouvent ce côté fun, parce qu'en fait notre métier est fun. Et du coup, ils vont dire que voilà, plus gros logo ou alors une autre typo. Moi aussi, je dis pas, j'ai mes moments où j'ai pu être agacé sur certains dossiers ou quoi, mais c'est important de garder en tête que on a un métier fun, et ce côté fun se sent aussi du côté du client. Il a envie de s'engager, et du coup, c'est ses goûts qui vont parler, et c'est pas grave, parce que on va essayer de l'orienter. C'est important de prendre position et de conseiller. Mais je pense que c'est aussi normal d'avoir affaire à des goûts en face et à des envies de contribuer à un projet qui souvent est fun. Trop bien. Où les gens peuvent-ils aller trouver ton travail? Alors sur mon site web qui est benyoung.com, donc benjung.com. Et puis de là, il y a des différents liens vers les réseaux sociaux, vers YouTube aussi, et aussi vers Medium. J'ai écrit quelques articles sur des sujets qui passent du coq à l'âne, mais que j'ai trouvé fun sur le moment. Donc n'hésitez pas à les consulter. Super. Ben, merci beaucoup pour ton temps, c'était super. Merci à toi, et puis longue vie à Sens Créatif. Et longue vie à toi à Mayotte. Merci d'être passé dans mon petit salon à Paris. J'espère te revoir dans pas trop longtemps quand même. Non, on reviendra. Allez, merci Ben, à bientôt. Merci beaucoup. C'était ma discussion avec mon cher Ben Young. J'espère que cela vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai été ravi de pouvoir échanger avec lui. Surtout que ce n'est pas tous les jours que Ben est dans les parages. Donc, si son travail vous intéresse, je vous invite à visiter son site internet et à le suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. C'est majoritairement là que vous le trouverez. Et si nos discussions sur Mayotte vous ont intéressé, je vous invite évidemment à vous abonner à son vlog sur YouTube afin d'approfondir ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Il arrive aussi à Ben d'écrire des articles sur Medium. Bref, comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci également à Adrien Guy pour la musique du générique. Si sa musique vous plaît, allez le suivre sur les réseaux sociaux @AdrienGuy_Music ainsi que sur sa page SoundCloud. Et puis, comme on en a parlé à la fin de cette interview, n'hésitez pas à découvrir son groupe Stereo Snap dans lequel il joue de la batterie. Leur dernier single et clip vidéo Dreams of Gold est excellent et c'est Ben Young qui en a assuré la direction artistique. Si vous aimeriez être tenu au courant des actualités de ce podcast, plusieurs options. 1. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle autre application de podcast, celle que vous préférez en fait. 2. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'utilise majoritairement Instagram, mais également Facebook, Twitter et LinkedIn. Et puis 3. Abonnez-vous à ma newsletter. Vous y trouverez toutes les 2 semaines les liens et références en rapport avec chaque épisode. Et je vous tiendrai aussi personnellement au courant si des événements spéciaux Sens Créatif se profilent à l'horizon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou avec un ami. Vous pouvez aussi le dire sur iTunes en me laissant un avis ou quelques étoiles. Et si vous désirez me recommander quelqu'un ou simplement pour me dire bonjour, vous pouvez également m'envoyer un email. Pour rappel, et pour ceux qui seront sur Paris le 24 août, n'oubliez pas l'apéro pique-nique Sens Créatif au Parc Montsouris. Vous retrouverez toutes les infos sur l'événement Facebook. Pour ça, rien de plus simple, tapez apéro pique-nique Sens Créatif et puis inscrivez-vous pour être tenu au courant des informations liées à ce petit événement qui, personnellement, me réjouit énormément. D'ailleurs, vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits et ça me fait super plaisir. Rien que l'idée de se retrouver autour d'un verre entre créatifs et enthousiastes en tout genre me réjouit au plus haut point. L'occasion pour moi également de vous rencontrer, vous, auditeurs, que je ne connais peut-être pas encore. Je parlais de communauté créative dans l'épisode 8, voilà une occasion de vivre ça encore plus concrètement. Alors faites-moi une fleur. Si vous hésitez encore et que vous avez choisi l'option intéressé sur Facebook, le jour J, ne soyez pas juste intéressé, venez, ça va être grave chouette. Bon allez, c'est bon, j'arrête, vous m'avez compris. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, un très bel été à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.